ravi de présenter cette table ronde autour d'Elric. Tout d'abord, un mot de prompt rétablissement à Michael Moorcock qui, hélas, étant malade, n'a pas pu se joindre à nous. Nous souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'il pourra nous rejoindre pour de prochaines utopiales, pour peut-être refaire cette table ronde à ses côtés et avec les auteurs de la BD. Donc autour de cette table, nous avions Julien Blondel qui a scénarisé l'adaptation d'Elric en bande dessinée, Julien Tello qui a participé au dessin et du coup maintenant est le seul dessinateur pour les tomes suivants. Et du coup, Xavier Langot nous a rejoints pour participer à cette conférence. Il est photographe, notamment portraitiste, et il a été lauréat du prix Niepce, et en 94, de mémoire, j'ai pas regardé mes notes. Et du coup, a fait de la mise en scène et a fait un travail autour d'Elric que nous allons montrer tout à l'heure, dont nous allons discuter. Tout d'abord, première question, et la plus simple, votre rencontre avec Elric, tous les trois, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a signifié pour vous dans votre carrière? Je commence. Bonjour. Moi, c'est une de mes premières claques de lecture d'adolescent, de jeune adolescent. Sans doute une des premières rencontres avec le genre, la fantasy au sens large. C'est l'époque 10, 11, 12 ans, découverte du jeu de rôle, des livres dont vous êtes le héros. On comprend qu'il y a un univers imaginaire qui se cache dans ces livres étranges. On découvre Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, Stephen King. Mais Elric, ça a tout de suite eu une résonance particulière parce que à cet âge-là d'adolescent, c'était le seul personnage écorché qui avait des sentiments, qui avait des états d'âme. C'était pas juste Conan le barbare ou un magicien ou un guerrier. On sentait qu'il était en décalage par rapport à son univers. Et je crois que ça reste le personnage de fantasy dont je me suis toujours senti le plus proche parce qu'il est humain profondément en fait. Donc première rencontre assez jeune et je l'ai suivi depuis cet âge-là. Moi, c'est un jour en fait, j'avais 16-17 ans, une amie me tend Elric des Dragons, une amie qui était rôliste et moi j'étais peu familiarisé avec ces univers-là, et puis première lecture, c'est une claque. Et puis c'était le moment où en fait je dessinais toujours en fait, depuis tout petit et je recopiais beaucoup d'auteurs que j'aimais bien, donc je faisais beaucoup de dessins à vue. Et avec Elric, c'était accordé au moment où j'avais envie de créer mes propres histoires et donc forcément ça marque. Et donc c'est mes premiers dragons, premières armures, premières histoires de fantasy, c'est avec Elric que je les ai faites et la série en BD quoi. Oui, bonjour. Moi je suis un peu un adolescent attardé parce que j'avais lu de la science-fiction il y a très longtemps et puis j'ai totalement abandonné. Et il y a 3 ans j'étais invité pour être jury sur les films courts et puis je suis tombé dans ce monde que je ne connaissais pas du tout et il y avait Moorcock qui était là et on m'a dit, parce que je ne connaissais pas du tout les aventures d'Elric ni quoi que ce soit, oui, on va présenter ce monsieur qui m'a intrigué. J'avais acheté un petit livre que j'ai fait dédicacer sur Elric, je l'ai lu et je me suis retrouvé un peu dans une enfance de lecteur. J'ai retrouvé des sentiments que j'avais perdus depuis longtemps et du coup je les ai tous achetés et je les ai lus tout Elric en étant absolument passionné. Et il y a eu un effet qui correspond aussi à une évolution dans laquelle j'étais en photographie. J'étais en train de me diriger vers d'autres choses que le portrait, parce que c'était surtout ça qui était ma voie. Et au travers de quelques images qu'on pourra voir tout à l'heure, je me suis inspiré des mondes de Moorcock pour transformer des paysages, en particulier sur des îles. Et là, ce qu'on verra, c'était un travail que j'avais fait à Porquerolles. Et
Et il s'est trouvé que je suis venu pour photographier Moorcock. J'étais en relation par mail avec Linda, sa femme. On devait se retrouver cet été et ça n'a pas pu se faire. Et quand je suis arrivé pour photographier Moorcock, à la réception, on m'a dit, il y avait Jeanne Débat qui était là, qui m'a dit, il n'est pas là, mais est-ce que vous voulez le remplacer? J'ai été liquéfié. Et j'ai pensé très vite à ces images que j'avais en tête. Pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit ici, évidemment. Et donc voilà, cette aventure extraordinaire, on est un peu dans la fantaisie, parce que du coup, j'ai dormi dans la chambre de Moorcock à l'hôtel, où il n'était pas là. Donc voilà l'aventure, et on verra tout à l'heure l'influence, et sur autre chose, sur un portrait de Bowie qui pour moi était le portrait d'Elric. Et c'est marrant cette distinction parce que du coup, alors que l'écriture psychédélique de Moorcock avec Elric est originaire d'un esprit du temps que tu as pu connaître dans les années 80, tu le découvres maintenant, Elric. Est-ce que ça parle d'un temps autre, et est-ce que tu y vois une distinction avec une littérature qu'on pourrait faire maintenant En fait, je m'en fiche parce que ça me plaît ce que je lis, et donc j'ai pas envie de comparer avec d'autres choses qui pourraient se faire maintenant. Je suis décalé, quoi. Je fais des voyages dans le temps. Parce que du coup, entre ce que Julien et Julien ont dit sur le fait que ça les a accompagnés dès l'adolescence et le fait de le découvrir plus tard, est-ce que vous y verriez une différence en fait, le fait de découvrir Elric à l'âge adulte ou de découvrir à l'âge adolescent? Est-ce que vous pensez qu'il y a ça provoquerait une distinction énorme dans la réception? Oh, je pense, ouais, je pense. C'est une rencontre avec un personnage, Elric, donc en fonction de l'âge, de l'expérience qu'on a, du moment de sa vie de personne et de lecteur ou consommateur d'univers de fiction, on va rencontrer un personnage comme ça, il va avoir une résonance différente, il va toucher, je pense, parce qu'il émerge du lot dans un contexte de fantasy où les auteurs mettaient des coups d'épée, et où Moorcock il est arrivé en mettant une gifle, un truc très, très anglais, très envolé, très théâtral, et je pense que ça sortait du lot dans le contexte de fantasy de l'époque. Ça continue à le faire aujourd'hui. Après, oui, comme tu disais, c'est quand même des époques très marquées, très différentes. On parlait en 3 minutes, on a réussi à parler de Bowie des années 80, de la fantasy, Lord of the Rings. C'est vrai que relire le Elric de Moorcock aujourd'hui avec ce style-là, c'est un style qui est différent, c'est des descriptions qui sont différentes, c'est très psychédélique, il y a beaucoup plus de couleurs, d'adjectifs, de choses qui sont à peine suggérées que de descriptions très factuelles. Et en même temps, ça s'inscrivait au moment où lui, il a écrit Vécu, il était adolescent, il l'a écrit très jeune, le premier Elric, une vingtaine d'années, donc il avait encore cette démarche un peu décorchée, et une culture que nous, on n'a pas aujourd'hui, une culture de la vieille Angleterre mourante, du déclin, un côté très littéraire, très lettré, très théâtral chez Moorcock, qui est un grand fan d'auteurs français, d'auteurs classiques en fait. Et nous, relire aujourd'hui pour des adolescents ou des adultes qui découvriraient aujourd'hui, il y a un double niveau de lecture. Je pense qu'il y a une dimension qui serait absente parce qu'elle était très originale à l'époque et qu'elle a l'air un peu plus. Elric a été pillé, enfin l'œuvre de Moorcock a été pillée par tout le monde. Tout le monde connaît ce personnage d'Albinos avec son épée noire, mais peu l'ont vraiment lu dans le texte original. Les gens sont habitués à Elric sans l'avoir lu. Donc je pense qu'il surprend moins aujourd'hui. Mais ça reste une rencontre avec un personnage vraiment atypique, iconique, très, très fort, quoi. Et du coup, dans votre adaptation, est-ce que vous avez dû faire des choix pour justement essayer de retracer un esprit du temps actuel plutôt qu'essayer de retracer un esprit du temps de lorsque Michael Moorcock l'a écrit? Ou
Ou est-ce que c'était pas du tout une option Sur l'adaptation, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'on a été obligé, comme dans beaucoup de démarches d'adaptation, de faire des choix de fil de narration, de qu'est-ce qu'on raconte pas, et dans quel ordre on va re-raconter une histoire ou l'histoire d'Alric. Donc il y a eu des choix de chronologie, on a la chance quand même que depuis le temps, il y a eu différentes éditions, des éditions dans l'ordre chronologique de l'histoire d'Alric qui sont sorties. Nous, on travaille avec l'édition Omnibus par exemple, qui a recompilé les nouvelles dans le bon ordre, dans l'ordre de ses aventures. On a fait ces choix-là évidemment pour savoir de où on partait, jusqu'où on allait, ce qu'on mettait de côté, des choix d'adaptation. Mais on a aussi, je pense, inconsciemment fait des choix de modernisation parce qu'on a nos références culturelles d'aujourd'hui, on a nos films, nos autres romans, notre culture, notre consommation de séries, et on n'imaginait pas faire un Elric qui ne soit pas baigné par ça, je pense, mais c'est plus ou moins inconscient. On a une notion du rythme, du spectacle, du développement des psychologies des personnages qui sont forcément imprégnés par ce qu'on consomme, ce qu'on a lu, ce qui nous a marqué. Et je ne suis pas certain qu'on ait fait ces choix-là consciemment. On n'a pas décidé de faire un Elric à la manière d'eux, on n'a pas fait un Elric Netflix, on n'a pas fait un Elric Del Toro, on a fait notre Elric à nous, je pense, modestement, avec ce qu'on avait dans la tête, mais on est forcément influencé par notre culture moderne, comparée à la culture moderne de l'époque de Michael, en fait.